La porte des urgences est ouverte et elle est entrée en titubant, seule. Une tache pourpre s'étendait sur son manteau blanc. Avant qu'elle ne s'effondre, l'infirmière a attrapé son téléphone. Le contact d'urgence n'indiquait pas Marie. Il indiquait Dante. Moins de 10 minutes plus tard, le chef de gang le plus redouté de la ville a fait éruption dans l'hôpital. Cette nuit-là, la tempête qui s'abattait sur Chicago était impitoyable. Des trombes d'eau s'abattaient sur les vitres renforcées du centre médical Saint-Jude. À l'intérieur des urgences, c'était un mardi soir calme, jusqu'à 23h42. Les portes coulissantes automatiques se sont ouvertes en saccade. Elles ont laissé entrer une rafale de vent glacial et une femme qui semblait déjà à moitié fantôme. Nora Sullivan était pieds nus. Son trench coat de créateur était trempé. Mais ce n'était pas la pluie qui avait assombri le tissu. C'était le sang. Elle avait un bras enroulé de manière protectrice autour de son ventre de femme enceinte. L'autre bras cherchait à l'aveugle le bureau de triage. « Aidez-moi », a-t-elle murmuré. Le mot avait à peine assez de souffle pour être entendu. Mais le désespoir brut dans sa voix a figé sur place l'infirmière de triage, Sarah Jenkins. Sarah s'est précipitée de derrière son bureau, juste au moment où les genoux de Nora ont flanché. « J'ai besoin d'un brancard. Salle de trauma 1, maintenant !» a crié Sarah. Elle a attrapé les épaules de la femme avant que sa tête ne heurte le lino. Les urgences ont explosé en un chaos organisé. Le docteur Harrison Boyd, le chirurgien traumatologue de garde, est sorti précipitamment du box 3. Ils ont hissé Nora sur le brancard. Les roues crissaient violemment sur le sol mouillé. Sa peau avait la couleur de la cendre, ses lèvres étaient bleutées. Son pouls était filant, son rythme cardiaque à 140. Sarah a débité les informations en attachant un tensiomètre au bras de Nora. La tension est à 80/50 et elle chute. Elle fait une hémorragie. Posez-lui 2 perfusions de gros calibre, envoyez du liquide et appelez la banque du sang pour du O négatif. Et ordonnez le Dr Boyd en enfilant ses gants. Alors qu'il la poussait sous les lumières crues de la salle de trauma 1, l'étendue réelle des dégâts est devenue visible. Ce n'était pas un accident de voiture. Les ecchymoses sur son visage, une mâchoire enflée, une lacération au-dessus de son sourcil, c'était l'œuvre distincte et brutale de poings fermés. Pendant que l'équipe médicale luttait pour stabiliser Nora et surveiller le rythme cardiaque du fœtus, une infirmière administrative nommée Brenda se tenait près du trench coat abandonné. Elle fouillait le sac à main en cuir taché de sang pour trouver une pièce d'identité et un contact d'urgence. Brenda a sorti un permis de conduire de l'Illinois impeccable. Nora Beatrice Sullivan. Le nom lui disait quelque chose, et pas qu'un peu. C'était la femme d'Arthur Sullivan, le procureur de la ville, une personnalité très en vue. « Oh mon Dieu », murmura Brenda. Elle a immédiatement attrapé le téléphone de Nora pour appeler le procureur. Mais l'écran était brisé, inutilisable à cause de l'eau. En fouillant plus profondément dans une poche zippée cachée du sac, les doigts de Brenda ont effleuré un carton épais et coûteux. Elle a sorti une carte de visite noire mat. Il n'y avait pas de logo d'entreprise, pas de titre, juste un unique prénom gravé en lettres d'argent et un numéro de portable privé en dessous. Dante. En retournant la carte, Brenda a vu une note manuscrite d'une écriture masculine et nerveuse. « Si jamais tu as besoin de moi, peu importe la raison. » Supposant qu'il s'agissait d'un agent de sécurité privée, ou peut-être d'un frère, Brenda s'est dépêchée à l'accueil et a composé le numéro. Ça n'a sonné qu'une seule fois. « Parlez », a répondu une voix. Ce simple mot était terriblement calme, empreint d'une autorité qui a fait se hérisser les poils sur la nuque de Brenda. « Bonjour, est-ce que je parle à Dante ?» balbutia Brenda, intimidée par la gravité de la voix. « J'appelle du centre médical Saint-Jude. Nous avons une Nora Sullivan ici. Elle vient d'être admise en salle de trauma. Elle est dans un état critique et votre carte était « Je serai là dans 8 minutes. » « Monsieur, attendez. Vous devriez savoir que son mari... » La ligne a été coupée. 9 minutes plus tard, l'atmosphère à Saint-Jude a complètement changé. Le hurlement des sirènes d'ambulance à l'extérieur a été couvert par le crissement des pneus de 3 Cadillac Escalade noires. Elles ont sauté le trottoir et se sont garées directement dans la zone des ambulances. Richard Blaine, l'administrateur de l'hôpital de nuit,
venait de descendre pour gérer le cauchemar médiatique de l'agression de la femme du procureur. Mais quand les portes des urgences se sont ouvertes violemment, Richard a physiquement reculé d'un pas. 6 hommes en costume sombre sur mesure sont entrés les premiers, se déployant avec une précision militaire. Ils n'ont pas sorti d'armes, mais les lourdes protubérances sous leur veste indiquaient clairement qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ont de fait bouclé le hall d'entrée, renvoyant les patients qui arrivaient et bloquant les sorties. Puis Dante Corvino est entré. C'était le chef du syndicat Corvino, un homme qui contrôlait les ports de la ville, ses casinos clandestins et la moitié de ses politiciens. Il était un fantôme pour la presse, mais une réalité bien réelle et mortelle pour la pègre de Chicago. Grand, les épaules larges, avec des yeux aussi noirs et froids que l'obsidienne, Dante n'avait pas l'air d'un homme qui s'était précipité. Il avait l'air d'un homme sur le point de réduire le bâtiment en cendres. Où est-elle? La voix de Dante était un grondement sourd et vibrant qui exigeait une obéissance immédiate. Richard Blaine s'est avancé en se dépêchant, son porte-bloc tremblant. « Monsieur Corvino, monsieur, nous ne vous attendions pas. Vous n'êtes pas de la famille. » Dante a comblé la distance entre eux en 2 enjambées. Il a attrapé Richard par le col de son manteau et l'a soulevé de quelques centimètres du sol. Le sang-froid du chef de la mafia était parfaitement intact, mais ses yeux trahissaient une panique terrifiante et violente. « Je suis la seule famille qu'elle ait ce soir, » a dit doucement Dante. « Maintenant, conduisez-moi à elle, où je demanderai à mes hommes de démanteler cet hôpital brique par brique pour la trouver moi-même. » La salle d'attente de l'aile chirurgicale était complètement isolée. Le bras droit de Dante, Leo Costello, avait poliment mais fermement vidé l'étage de tous les autres civils. L'air était lourd de l'odeur d'antiseptique et du parfum coûteux de cèdre noir des hommes du syndicat qui montaient la garde dans chaque couloir. Dante était assis, rigide, sur une chaise en plastique de la salle d'attente. Ses mains étaient si fermement jointes que ses jointures étaient blanches comme l'os. Il y avait une trace du sang de Nora sur sa manchette gauche, et Tommy, Samoen, Shaisha. Elle s'y était déposée quand une infirmière l'avait frôlée en transportant ses vêtements dans un sac de preuves. Il fixait la tache pourpre, la bête en lui secouant les barreaux de sa cage. Comment en était-on arrivé là? La ville pensait que Nora Sullivan menait une vie de rêve. Mariée à Arthur Sullivan, le procureur prodige, elle était l'image même de la grâce philanthropique. Mais Dante connaissait la vérité. Il la connaissait depuis cette nuit, 6 mois plus tôt, où il l'avait trouvée grelottant dans une ruelle derrière un gala de charité. Arthur l'avait laissée là après l'avoir giflé violemment pour l'avoir embarrassé devant le maire. Dante, dont le syndicat était activement ciblé par le groupe de travail d'Arthur, était sorti de l'ombre et lui avait offert son mouchoir. Il aurait dû l'utiliser comme moyen de pression. Il aurait dû prendre des photos pour détruire la réputation impeccable du procureur. Au lieu de ça, il avait plongé son regard dans ses yeux verts, remplis de larmes et de défis. Il avait senti quelque chose se verrouiller dans sa poitrine. Un instinct de protection féroce et prédateur. Au cours des mois suivants, leurs chemins se sont croisés en secret. Des conversations chuchotées dans des alcôves de bibliothèque, des téléphones prépayés. Elle est devenue son sanctuaire silencieux. Il est devenu son seul bouclier contre les accès de rage de son mari, alimentés par l'alcool. Dante l'avait supplié de le laisser tuer Arthur. Il pouvait faire disparaître le procureur sans laisser de traces. Mais Nora, terrifiée par les retombées politiques et le danger que cela représenterait pour Dante, avait refusé. Puis elle est tombée enceinte. Dante ferma les yeux, la mâchoire si serrée qu'elle en était douloureuse. Il se souvenait du jour où elle le lui avait annoncé. Arthur était stérile depuis des années, un secret bien gardé. Le bébé n'était pas celui du procureur, c'était celui du chef de la mafia. « Patron », dit doucement Léo, sortant Dante de sa sombre rêverie. Léo s'approcha, une tablette élégante à la main. « J'ai récupéré les images des caméras de rue près de la maison du procureur. Ce n'était pas une agression au hasard. » Dante se leva lentement. « Montre-moi. » Léo a lancé la vidéo. L'image était granuleuse, filmée à travers la pluie, mais suffisamment claire. Une camionnette banalisée s'est arrêtée au portail arrière de la propriété des Sullivan. 2 hommes en sont sortis. Ils ne portaient pas de max. C'étaient des hommes de main connus de la mafia irlandaise, les O'Connor, les plus grands rivaux de Dante. Mais ce qui a glacé le sang de Dante, c'est ce qui s'est passé ensuite.
La porte arrière de la maison s'est ouverte. Arthur Sullivan Payne se tenait là, vêtu d'une robe de chambre en soie. Il a parlé aux hommes de main, s'est écarté et les a laissés entrer chez lui. 5 minutes plus tard, les hommes de main ont traîné une Nora ensanglantée et se débattant par la porte arrière. Elle s'est battue comme une chatte sauvage, se libérant et courant dans les rues sombres et pluvieuses. Pendant ce temps, les hommes, peut-être effrayés par une sirène qui approchait, se sont repliés vers leur camionnette. Arthur croulait sous les dettes de jeu, expliqua Leo, la voix tendue par une colère contenue. Des millions de dollars dus aux O'Connor. Le bureau du procureur était sur le point de saisir les conteneurs des O'Connor. Arthur a fait un marché. Il leur a donné Nora en échange de l'effacement de sa dette et pour sauver sa propre vie. Un silence suffocant s'est abattu sur la salle d'attente. Dante n'a pas crié. Il n'a rien cassé. Sa réaction a été bien pire. L'humanité a complètement disparu de son visage, ne laissant derrière elle que le prédateur suprême, froid et calculateur, qui régnait sur la pègre de la ville. Léo. La voix de Dante était un murmure qui portait le poids d'une condamnation à mort. Oui, patron. Trouve Arthur Sullivan. Ne le tuez pas, amène-le à l'abattoir du quartier sud. Je le veux vivant quand j'arriverai. Et les O'Connor, ce soir nous les rayons de la carte. Chaque lieutenant, chaque capot, chaque soldat. Je veux que les rues soient rouges de sang à l'aube. Avant que Léo ne puisse hocher la tête, les lourdes portes doubles de l'aile chirurgicale se sont ouvertes. Le docteur Boyd est sorti, sa blouse tachée, son masque chirurgical baissé sur son menton. Il avait l'air épuisé. Dante était devant lui avant que le docteur ne puisse reprendre son souffle. Est-elle vivante? A exigé Dante. Le docteur Boyd a dégluti difficilement, intimidé par la force imposante de l'homme. Elle est vivante. Nous avons réussi à stabiliser l'hémorragie interne. Elle a subi un grave traumatisme contondant qui a provoqué un décollement partiel du placenta. C'était incroyablement juste. Si elle était arrivée 5 minutes plus tard, elle se serait vidée de son sang. Dante sentit le sol tanguer sous ses pieds. Le soulagement le frappa plus fort qu'un coup physique. Le bébé, le rythme cardiaque du fœtus a chuté, mais il est stabilisé, a dit doucement le docteur Boyd. C'est une battante, Monsieur Corvino, mais elle est sous forte sédation. Elle ne se réveillera pas avant quelques heures. Je veux qu'elle soit transférée à un étage privé. Maintenant. Aucune infirmière ni aucun médecin n'entre dans cette chambre sans que mes hommes ne les aient contrôlés d'abord. Et son nom est effacé du registre de l'hôpital. Pour le reste du monde, Nora Sullivan n'est pas venue ici ce soir. Le docteur Boyd a hoché la tête rapidement. Bien sûr, je vais prendre les dispositions nécessaires. Alors que le docteur s'éloignait à la hâte, Dante s'est tourné vers la fenêtre du couloir. Il regardait l'horizon tentaculaire et détrempé de la ville. Il avait passé sa vie à bâtir un empire de l'ombre, croyant qu'il était incapable d'apporter autre chose que la destruction au monde. Mais Nora avait changé les règles. Elle portait sa lumière, son héritage, et elle avait failli le payer de sa vie à cause de la dette d'un lâche. Arthur Sullivan pensait qu'il pouvait échanger sa femme pour sauver sa propre peau. Les O'Connor pensaient qu'ils pouvaient mettre la main sur ce qui appartenait à Dante Corvino et vivre pour le voir le lendemain. Ils étaient tous les deux sur le point d'apprendre qu'il existe des destins bien pires que la mort. Le chef de la mafia a ajusté ses manchettes. Le sang séché sur le tissu était un rappel brutal de la promesse qu'il lui avait faite. Si jamais tu as besoin de moi, peu importe la raison. Dante a tourné le dos à la fenêtre, ses yeux plats et morts. Léo a-t-il commandé dans le silence du couloir de l'hôpital. Au travail. L'abattoir du quartier sud était une tombe caverneuse d'acier inoxydable et de givre. L'air à l'intérieur de la salle de traitement principale était maintenu à une température glaciale de 2 degrés Celsius. Il sentait légèrement l'odeur, l'eau de Javel, le vieux cuivre et le froid indéniable de la tombe. Arthur Sullivan, le procureur prodige de Chicago, tremblait violemment. Il était attaché à une lourde chaise en acier, boulonnée au sol en béton. Il portait toujours sa robe de chambre, un soie monogrammée, bien qu'elle soit maintenant trempée d'eau glacée. Son image impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, son rictus politique confiant s'était complètement dissous. Il était en hyperventilation, ses yeux balayant sauvagement la pièce sombre et caverneuse, essayant de distinguer les silhouettes des hommes dans l'ombre.
Il s'attendait aux Irlandais. Il s'attendait à ce que les hommes de main de Declan O'Connor reviennent pour lui, exigeant plus d'argent ou se plaignant que l'opération avait mal tourné. Mais quand les lourdes portes métalliques se sont ouvertes en grinçant, l'homme qui est entré dans la faible lumière du plafond n'était pas Declan O'Connor. C'était Dante Corvino. Le souffle d'Arthur se bloqua dans sa gorge. Sa carrière politique s'était construite sur la promesse de démanteler le syndicat Corvino. Il connaissait le visage de l'homme qui se tenait devant lui. Mais le voir en chair et en os, dégageant un calme mortel et suffocant, était tout à fait différent de regarder une photo d'identité sur un tableau d'affichage. Dante marchait lentement, ses lourdes chaussures en cuir italien claquant en rythme sur le béton. Il s'est arrêté à 1,50 m d'Arthur. Il ne portait pas d'armes, il n'en avait pas besoin. La simple gravité de sa présence rendait la pièce glaciale incroyablement petite. Corvino, haleta Arthur, essayant de rassembler un reste de sa bravade de prétoire. Qu'est-ce que ça signifie? Vous kidnappez un procureur en exercice. Le FBI va retourner cette ville pour me trouver. Quoi que les O'Connor vous aient promis, je peux doubler la mise. J'ai des accords d'immunité. Je peux... Silence, dit Dante. Ce n'était pas un cri. C'était un murmure, mais il frappa Arthur comme un coup physique. Le procureur ferma la bouche d'un coup sec. Léo Costello sortit de l'ombre, tenant une maillette noire élégante. Il la posa sur une table en acier inoxydable et ouvrit les loquets. « Je me fiche de vos accords, Arthur, » dit Dante, sa voix totalement dépourvue d'émotion. « Et je me fiche des O'Connor. En fait, au lever du soleil, le syndicat O'Connor ne sera plus qu'un souvenir. Mes hommes rendent actuellement visite au chantier naval de Declan, à ses boîtes de nuit et à sa propriété de banlieue. Il ne restera plus de mafia irlandaise pour recouvrer vos dettes de jeu. » Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent de terreur. « Alors pourquoi suis-je ici? Si vous les éliminez, vous devriez me remercier. Je leur ai donné une distraction ce soir. » La mâchoire de Dante se crispa. La faible lueur d'une rage monstrueuse dansa dans ses yeux d'obsidienne. Il se pencha, plaçant ses deux mains sur les accoudoirs de la chaise d'Arthur, approchant son visage à quelques centimètres de celui du procureur. « La distraction, » murmura Dante, la glace dans sa voix se fissurant pour révéler l'enfer en dessous. C'était Nora. Arthur se figea. Pendant une seconde, son esprit politiquement entraîné ne put faire le lien. Le chef de la mafia intouchable et sa femme silencieuse et battue. Puis la prise de conscience le frappa, vidant son visage de toute couleur. « Vous » balbutia Arthur, fixant Dante. Soudain, un rire tordu et désespéré jaillit de la poitrine d'Arthur. « Oh mon Dieu, c'est vous! La rumeur, les nuits tardives, c'est vous! Je savais que le bébé n'était pas de moi. Je suis stérile depuis 5 ans. Je pensais qu'elle couchait avec un pathétique associé junior du cabinet. Je n'allais pas la laisser parader avec un bâtard pendant que je me présentais au Sénat. Ça aurait ruiné ma campagne. » Les mains de Dante jaillirent. Ses doigts s'enroulèrent autour de la gorge d'Arthur, serrant avec une pression calculée et atroce. Arthur s'étouffa, ses mains griffant inutilement les attaches qui liaient en ses poignets. « Vous avez vendu sa vie, » déclara Dante, regardant l'oxygène quitter le visage d'Arthur. « Vous avez livré une femme enceinte à des bouchers pour effacer vos dettes et sauver vos ambitions politiques. » Dante le relâcha brusquement. Arthur s'affaissa, toussant et haletant pour respirer l'air glacial. « Je pourrais vous tuer maintenant, » continua Dante calmement, reculant et sortant un mouchoir blanc immaculé de sa poche pour s'essuyer les mains. « Ça prendrait moins d'1 minute. Nous avons des incinérateurs à l'arrière qui brûlent à 1100 degrés. Vous cesseriez simplement d'exister. Mais la mort est une libération, Arthur, et je n'ai pas l'intention de vous libérer. » Dante fit un signe de tête à Léo. Léo s'avança et sortit une pile de documents de la mallette. Il les plaça sur un porte-bloc et les fourra sous le nez d'Arthur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » siffla Arthur. « Ce sont les virements de vos comptes secrets au Cayman, transférant des millions de dollars de fonds de campagne détournés directement au syndicat O'Connor, » expliqua Léo d'un ton neutre. « Et une ébauche d'aveu détaillant comment vous, le procureur Arthur Sullivan, avez secrètement orchestré le trafic de drogue de la mafia irlandaise, en utilisant votre bureau pour enterrer leurs rivaux. »« Je ne signe pas ça, » cracha Arthur, le défi l'emportant momentanément sur sa peur. « C'est un mensonge, les fédéraux sauront que c'est un faux. »
Ce ne sera pas un faux, dit Dante, faisant un geste vers l'ombre. Deux hommes de main s'avancèrent. L'un attrapa la main droite d'Arthur, lui dépliant les doigts de force, tandis que l'autre tenait un lourd pistolet tactique avec silencieux. Nous n'avons pas besoin de votre signature, Arthur. Nous avons juste besoin de vos empreintes, expliqua froidement Dante. Vos empreintes vont sur ces documents. Vos empreintes vont sur l'arme qui a tué Declan O'Connor il y a 30 minutes. Votre téléphone crypté que nous avons pris dans votre maison a borné sur des antennes relais à chaque endroit où un lieutenant O'Connor a été assassiné ce soir. Arthur secoua la tête frénétiquement, l'horreur de sa situation s'enracinant enfin. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le procureur. Je suis la victime ici. Ils sont entrés par effraction chez moi. Demain matin, continua Dante, sa voix résonnant comme un juge rendant un verdict final, le FBI trouvera ces documents dans un coffre-fort à votre nom. Ils trouveront les armes du crime dans le coffre de votre voiture. On ne se souviendra pas de vous comme d'une victime, Arthur. On se souviendra de vous comme du politicien le plus corrompu et le plus violent de l'histoire de Chicago. Un homme qui a tenté de prendre le contrôle d'un cartel et a fait attaquer sa propre femme pour couvrir ses traces. Les hommes de main pressèrent lourdement le pouce d'Arthur sur le tampon d'encrure, puis sur les papiers d'aveu. Ils prirent le pistolet, enroulant ses doigts tremblants autour de la crosse, s'assurant que ses empreintes étaient parfaitement transférées sur le métal. « Vous allez en prison fédérale, Arthur. » Dante se pencha, sa voix tombant à un murmure terrifiant. « Pas un centre pour col blanc, un établissement de haute sécurité. Et qui croyez-vous qui dirige les quartiers cellulaires dans ces prisons? » Arthur se mit à pleurer, un son pathétique et brisé qui résonna sur les murs d'acier gelés. Il réalisa avec une certitude écrasante que Dante Corvino venait de réécrire la réalité. « Mes hommes vous attendront, » dit Dante, tournant le dos aux politiciens ruinés. « Ils s'assureront que vous viviez très, très longtemps, et chaque jour, vous vous souviendrez de la nuit où vous avez essayé de jeter ma famille au loup. »« Allons-y, Léo, » ordonna Dante en se dirigeant vers la sortie. « Je dois retourner à l'hôpital. » Le soleil du matin sur Chicago a percé les lourds nuages d'orage gris. Il a jeté une lueur dorée et chaude sur l'aile de convalescence privée VIP du Centre médical Saint-Jude. L'étage entier était d'un silence de mort, à l'exception du bip rythmique et rassurant du moniteur cardiaque dans la chambre 412. Nora Sullivan émergea des profondeurs de l'anesthésie. Son corps lui semblait complètement étranger. Un paysage d'ecchymoses douloureuses, de membres lourds et d'une douleur sourde et lancinante dans son abdomen. La panique, vive et immédiate, perça son cerveau embrumé par les médicaments. Elle haleta, ses yeux s'ouvrant brusquement tandis que ses mains volaient frénétiquement vers son ventre. Il est en sécurité. La voix était une encre basse et stable dans le chaos tourbillonnant de son esprit. Nora tourna la tête, grimaçant alors que les muscles meurtris de son cou protestaient. Dante était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier à côté de son lit. Il avait l'air impeccable. Fini le costume taché de sang de la nuit précédente. Il portait une veste anthracite impeccable et une chemise blanche. Il n'y avait pas la moindre trace de saleté ou de violence sur lui. Mais Nora le connaissait trop bien. Elle pouvait voir les faibles ombres de l'épuisement sous ses yeux sombres et la tension rigide et contenue dans ses larges épaules qui n'apparaissait que lorsqu'il revenait d'une guerre. Il se pencha en avant, prenant doucement sa main tremblante dans la sienne. Son contact était incroyablement chaud, tout le contraire de la brutalité froide qu'il montrait au reste du monde. « Le bébé est en sécurité, Nora », répéta doucement Dante, son pouce traçant le dos de ses jointures. « Le docteur Boyd m'a assuré que la déchirure placentaire était mineure. Vous allez tous les deux vous en sortir parfaitement. » Des larmes débordèrent des cils de Nora, coulant sur ses joues pâles et meurtries. Le souvenir de la pluie, des mains brutales des hommes de main irlandais et la terrifiante prise de conscience de la trahison d'Arthur refirent surface. « Arthur » suffoqua-t-elle, la voix rauque. « Il les a laissés entrer, Dante. Il est resté là et les a regardés m'emmener. »« Je sais, » dit Dante. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une finalité glaçante. « Arthur n'est plus un problème. » Le souffle de Nora se coupa. « L'as-tu, Dante? Si tu as tué un procureur, le gouvernement fédéral ne cessera jamais de te traquer.
Tu ne peux pas entrer en guerre avec le FBI. Dante offrit un faible sourire rassurant. Il attrapa la télécommande sur la table de chevet et alluma la télévision murale en gardant le volume bas. La chaîne d'information locale diffusait en direct depuis les marches du palais de justice fédéral. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Massacre dans la pègre. Le procureur Arthur Sullivan arrêté ». Nora regardait l'écran, incrédule. La voix du présentateur était haletante d'excitation. Les autorités qualifient cette nuit de la plus sanglante de l'histoire de Chicago. Le syndicat du crime O'Connor a été démantelé lors d'une série d'attaques coordonnées dans toute la ville. Mais le vrai choc est venu à l'aube lorsque des agents du FBI ont arrêté le procureur Arthur Sullivan. Des sources confirment que des armes directement liées au meurtre des dirigeants O'Connor ont été trouvées en sa possession, ainsi qu'une énorme cache de documents financiers offshore prouvant que le procureur non seulement blanchissait de l'argent pour la mafia, mais orchestrait activement une prise de contrôle violente. L'émission montrait des images d'Arthur, toujours vêtu de sa robe de chambre en soie mouillée et ruinée, poussé à l'arrière d'un véhicule blindé du FBI. Il avait l'air vidé, hurlant sauvagement aux caméras à propos de Dante Corvino. Mais les journalistes ont rejeté ces propos, les qualifiant de divagation frénétique d'un politicien corrompu et acculé. Dante coupa le son de la télévision. Nora détourna les yeux de l'écran, ses yeux verts se fixant sur ceux de Dante. Elle comprit immédiatement l'ampleur, la planification méticuleuse, la destruction absolue de la vie d'Arthur, sans qu'une seule goutte de sang ne remonte à la famille Corvino. C'était terrifiant, c'était brillant, et il avait fait tout ça pour elle. Il va en prison pour le reste de sa vie, dit doucement Dante. Ses yeux sombres scrutaient son visage à la recherche du moindre signe de peur ou de rejet. Il venait de lui montrer exactement quel genre de monstre il était capable d'être. Il mourra dans une prison fédérale, complètement déshonoré. Il ne s'approchera plus jamais de vous ou de notre enfant. Nora ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle tourna sa paume vers le haut, entrelaçant fermement ses doigts avec les siens. Elle avait passé des années à essayer de jouer la parfaite épouse de politicien, se rapetissant pour s'adapter au monde respectable et abusif d'Arthur. Elle avait cru que la lumière était sûre et que les ombres étaient dangereuses. Mais la lumière l'avait presque tuée. L'ombre l'avait sauvée. « Tu as déclenché une guerre pour moi, » murmura Nora, alors que la réalité de la nuit s'installait en elle. « J'ai mis fin à une guerre pour toi, » corrigea doucement Dante. Il se leva, se pencha sur le lit d'hôpital pour déposer un baiser doux et respectueux sur son front non meurtri. Plus besoin de se cacher, Nora. Fini les téléphones prépayés ou les minutes volées dans les ruelles. Les O'Connor ont disparu. Arthur est enterré. À partir de maintenant, tu es un fantôme pour ton ancienne vie. Nora ferma les yeux, sentant une paix profonde et épuisée l'envahir pour la première fois de sa vie d'adulte. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, tu guéris, dit Dante, sa voix comme un vœu de protection féroce. Et quand tu seras prête à quitter cette chambre, tu ne sortiras pas en tant que victime d'un politicien brisé. Tu sortiras en tant que Nora Corvino, et cette ville t'appartiendra. Elle regarda l'homme qui régnait sur la pègre de Chicago, un homme qui commandait des tueurs et manipulait des empires. Et elle ne vit que le père de son enfant, l'homme qui avait répondu au téléphone quand elle n'avait plus rien. « D'accord, » murmura-t-elle, une nouvelle force féroce s'allumant dans sa poitrine. « Ramène-moi à la maison, Dante. » Le vaste domaine Corvino à Lake Forest se dressait comme une forteresse moderne de calcaire et de fer noir. Il était protégé des regards indiscrets par des hectares de chênes centenaires. Cela faisait exactement 14 mois depuis la nuit où Nora Sullivan avait été poussée dans le centre médical Saint-Jude. Aux yeux de l'élite de Chicago, la femme du procureur avait discrètement demandé le divorce au milieu du scandale catastrophique qui avait envoyé Arthur Sullivan dans un pénitencier fédéral de haute sécurité. Elle s'était retirée de la vie publique, disparaissant complètement des pages mondaines. Mais entre les murs cachés et lourdement gardés de la pègre, Nora n'avait pas disparu. Elle avait accédé au pouvoir. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées de l'aile ouest du domaine, attrapant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Nora était assise derrière un bureau massif en acajou dans son bureau privé. Elle portait un chemisier en soie vert émeraude sur mesure, sa posture impeccable. Un contraste frappant avec la femme brisée
qui avait autrefois grelotté sous la pluie. Dans la nurserie attenante, le faible et joyeux babillage de Matteo Corvino, âgé de 10 mois, résonnait à travers la porte ouverte. Nora n'était pas seulement la femme de Dante. Elle était devenue l'architecte de l'avenir légitime du syndicat. Dante contrôlait les rues, les quais et les ombres. Mais Nora contrôlait la lumière. Utilisant l'attention méticuleuse aux détails qu'elle avait affinés pendant ces années à naviguer dans les eaux troubles de la politique de la haute société, elle avait pris en charge les opérations de blanchiment de la famille Corvino, les acquisitions immobilières et les façades caritatives. Elle tapota un stylo en argent contre un épais registre en cuir. Ses yeux verts se plissèrent. Les chiffres sur la page devant elle étaient parfaitement équilibrés, trop parfaitement. Les lourdes portes en chêne du bureau s'ouvrirent et Leo Costello entra. Respectueusement, il détourna le regard jusqu'à ce que Nora lui accorde son attention. « Vous avez demandé à me voir, Madame Corvino. »« Oui, Léo, fermez la porte, » dit Nora. Sa voix était douce mais empreinte d'une autorité qu'elle avait entièrement absorbée de son mari. « J'ai examiné les rapports trimestriels des projets de construction du quartier sud, en particulier les contrats municipaux supervisés par Victor aussi. » L'expression de Léo se durcit imperceptiblement. Victor était un capot de haut rang, une relique de l'ancien régime qui avait servi sous le père de Dante. Il était notoirement brutal et ouvertement méprisant du fait que le patron avait donné à sa nouvelle femme les clés du royaume financier de la famille. « Y a-t-il un problème avec les registres ?» demanda prudemment Léo. « En surface, non. Le comptable de Victor est exceptionnellement talentueux, » répondit Nora, en retournant le registre et en pointant un doigt manucuré vers une colonne de dépenses spécifiques. « Mais j'ai passé 5 ans à gérer les finances de la campagne d'Arthur. Je sais à quoi ressemble une société écran quand elle perd de l'argent. » Victor surfacture le coût de l'acier brut et détourne la marge excédentaire vers une société holding privée dans le Delaware. Léo s'avança, ses yeux parcourant les chiffres. « Combien? »« 3 millions au cours des 2 derniers trimestres, » déclara Nora sans détour. « Mais le vol n'est pas ce qui m'inquiète. C'est ce qu'il fait avec le capital. » Elle sortit un deuxième dossier de son tiroir et le jeta sur le bureau. « J'ai demandé à nos enquêteurs privés de suivre la société holding du Delaware. Elle loue des entrepôts sur la côte Est, des entrepôts actuellement occupés par des restes du syndicat grec. Victor ne fait pas que voler, Léo. Il finance une faction rivale pour contester le monopole de Dante sur les voies maritimes. » Un lourd silence s'installa dans le bureau opulent. La trahison au sein de la famille était une condamnation à mort. « J'informerai le patron immédiatement, » dit Léo, sa main tombant instinctivement vers l'arme dissimulée à sa taille. « Victor ne verra pas demain. »« Non, » ordonna Nora, arrêtant Léonette. « Dante est en négociation avec les syndicats en ville. Je ne veux pas qu'il soit distrait par un traître dans sa propre maison. Amenez Victor ici, dans mon bureau, dans 1 heure. » Léo hésita. Une lueur d'inquiétude sincère traversa son visage stoïque. « Avec tout mon respect, Madame Corvino, Victor est un homme dangereux. Quand il réalisera qu'il est pris, il ne réagira pas raisonnablement. Le patron voudrait s'en occuper. » Nora se leva. Elle contourna le bureau, projetant une aura de calme absolu et inflexible. « Les hommes de cette famille doivent comprendre que Dante et moi ne sommes pas des entités séparées, Léo. S'il me teste, il le teste lui. Et si je me cache constamment derrière mon mari, ils me verront toujours comme une vulnérabilité. » Elle croisa le regard de Léo. « Amenez-le-moi. » « Compris. » Léo hocha la tête et quitta la pièce. 1 heure plus tard, Victor aussi entra d'un pas arrogant dans le bureau. C'était un homme à la carrure de tonneau, avec un cou épais et des yeux froids et arrogants. Il n'attendit pas d'invitation pour s'asseoir. Il laissa immédiatement tomber sa lourde carcasse dans le fauteuil en cuir en face du bureau, croisant les bras. « Tu voulais me voir, Nora ?» demanda Victor, omettant intentionnellement son titre. « Fais vite. Le côté légitime des affaires, c'est peut-être du 9 à 5, mais le monde réel ne s'arrête pas. » Nora ne broncha pas face à ce manque de respect. Elle fit simplement glisser le dossier sur la surface en acajou. « Je voulais discuter de ta retraite, Victor, » dit Nora nonchalamment, en se penchant en arrière dans son fauteuil. Victor fronça les sourcils en prenant le dossier. Alors qu'il tournait les pages, les relevés bancaires, les photos de surveillance de ses entrepôts du Delaware, les manifestes d'expédition,
Le rictus arrogant fondit de son visage. Il fut remplacé par une rougeur sombre et violente de panique. « Où as-tu eu ça ?» exigea Victor, sa voix tombant à une menace rauque. « Tu as espionné un capot. Stupide petite fille. Tu ne comprends pas comment cette famille fonctionne. Dante compte sur moi pour tenir les rues. » « Dante compte sur la loyauté, » corrigea doucement Nora. « Tu as saigné ses opérations légitimes pour financer une guerre contre lui. Tu pensais que parce que je porte de la soie et que je berce un bébé pour l'endormir, je ne remarquerais pas 3 millions de dollars manquants dans les commandes de béton? » Victor frappa ses mains sur le bureau, se levant d'un bond. La taille de l'homme était terrifiante, une ombre de la violence que Nora avait subie 1 an plus tôt. Mais cette fois, son rythme cardiaque n'a même pas augmenté. Elle ne s'est pas recroquevillée. « Je saigne pour ce syndicat, » rugit Victor en se penchant sur le bureau. « Je ne vais pas me faire sermonner par les restes d'un politicien. Je dirai à Dante que ses registres sont des faux. Il croira son capot plutôt qu'une femme qui connaît à peine les règles de la rue. Tu ne diras rien à Dante. » Une voix gronda depuis l'ombre de la porte. Victor se figea, toute couleur quittant son visage. Dante entra dans la pièce. Il était rentré plus tôt. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air complètement vidé de toute pitié. Il se dirigea vers le côté du bureau de Nora. Sa présence était un mur impénétrable d'autorité mortelle. Il posa doucement une main sur l'épaule de Nora, un témoignage silencieux de leur front uni et incassable. « Ma femme a trouvé la pourriture dans nos fondations, Victor, » dit Dante, sa voix dangereusement calme. « Elle a traqué ta trahison. Elle a rassemblé les preuves et elle t'a convoqué. La seule chose qu'elle m'a laissé à faire, c'est de sortir les poubelles. » Victor recula, les mains levées dans un plaidoyer désespéré et tremblant. « Patron, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Les Grecs m'ont approché. Je faisais juste semblant pour voir ce qu'ils voulaient. » Dante ne le regarda même pas. Il baissa les yeux vers Nora, une question tacite dans ses yeux sombres. Il lui offrait le dernier mot. Nora regarda l'homme qu'il avait cru faible, qui avait pensé pouvoir fracturer l'empire qu'elle et Dante construisaient pour leur fils. « Privez-le de ses biens, videz ses comptes dans le trust familial, et assurez-vous qu'il ne remette plus jamais les pieds à Chicago, » déclara Nora, sa voix aussi froide que le fer. Elle leva les yeux vers Dante. « Occupe-toi de lui. » Dante sourit, une expression sombre et terrifiante qui promettait une ruine absolue. Il fit un signe de tête vers la porte où Léo Costello et 2 hommes de main étaient apparus en silence. « Vous avez entendu la matriarche, » ordonna Dante. « Descendez-le. » Alors que Victor était traîné hors de la pièce, donnant des coups de pied et suppliant dans l'écho du grand couloir, Dante tourna toute son attention vers sa femme. Il se pencha, repoussant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille, son pouce traçant la ligne parfaite de sa mâchoire. « Tu as géré ça brillamment, » murmura Dante, ses yeux brillants d'un mélange de fierté profonde et d'adoration sombre. « J'ai appris du meilleur, » répondit Nora, posant sa main sur la sienne. De la nurserie d'à côté, le petit Matteo poussa un cri de joie. Dante et Nora se tournèrent vers le son. L'obscurité pesante de leur monde était entièrement éclipsée par la lumière qu'ils avaient construite en son sein. Ils n'étaient plus seulement un chef de la mafia et une épouse en fuite. Ils étaient un empire, et que Dieu vienne en aide à quiconque essaierait de le détruire. Le parcours de Nora, de